La fin extrême du mois d'octobre témoigne de l'hystérie guerrière ou criminelle des dirigeants nazis et japonais qui voient venir l'inéluctable défaite. Tandis que les troupes soviétiques atteignent la Prusse orientale, le régime hitlérien ordonne l'accélération des massacres dans les camps d'extermination, Auschwitz en particulier. Cependant, en Extrême-Orient, s'élancent au nom du Mikado les premiers kamikazes qui opèrent leurs attaques suicides au large des Philippines. Pour commenter les actualités allemandes puis françaises, nous sommes avec Pierre Essobéry, spécialiste de la société allemande, de l'armée en particulier, et auteur d'un ouvrage classique, La question nazie, à qui je demande quoi de changé en Allemagne depuis l'attentat contre Hitler. Avec l'échec de l'attentat, le grand travail des autorités, c'est évidemment de l'exploiter. Alors il y a l'exploitation policière. On a arrêté environ 5000 personnes, complices, amis des complices, familles des complices, parce qu'il y a la solidarité familiale. Beaucoup ont été exécutés, d'autres envoyés en camp de concentration. Et puis l'exploitation par la propagande. Goebbels a été nommé responsable de la guerre totale. Il a organisé des meetings et il a l'impression que l'opinion a bien réagi quand on lui a expliqué que c'était une petite clique de féodaux, loin du peuple, qui avait voulu éliminer Hitler. Et pourtant, nous savons par d'autres témoignages que très vite, l'opinion des civils retombe dans une espèce d'apathie et qu'il faut la remuer autrement. Alors Goebbels supplie Hitler d'apparaître en public, de revenir faire des discours ou au moins de parler à la radio. Et il n'y a rien à faire. Hitler est dans son quartier général en Prusse orientale. Quelquefois, il va passer 1 ou 2 jours dans son chalet en Bavière. Il traverse l'Allemagne dans un train entièrement fermé. Il n'a plus aucun contact avec la population. Et du coup, la population, d'après les rapports de police, voit son moral baisser en se demandant « mais que fait donc le Führer ?» Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions sur la société et sur le régime au cours de ces actualités assez sensationnelles. In Deutschland werden in diesem Jahre die Beeren der süßen Eberesche geerntet. Sie enthält mehr C-Vitamine und einen höheren Säuregehalt als die Zitrone. In einer Süßmostfabrik wird die Zitrone des Nordens bearbeitet. Nach der Säuberung kommt das Ebereschenmehlgut in die Presse. Zwei Hände voll Ebereschen enthalten den Saft von 7 Zitronen. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz, besichtigt nach der Begrüßung durch Admiral Haye Ausbildungsstätten der neuen erfolgreichen Kampfmittel der Kriegsmarine. Vor Beginn der Besichtigung sagte der Großadmiral zu seinen Männern: Seit ihr an der Invasionsfront dem Feinde in härtestem Einsatz große Verluste zugefügt habt, schaut das deutsche Volk voller Hoffnung auf euch Männer der Kampfmittel. Sprengquote machen klar zum Auslaufen.
Terrorboot fährt voran. Nach seiner Einweisung erfolgt der Einsatz der Sprengboote. Vor Erreichung des Zieles lässt sich der Pilot über Bord fallen und ferngesteuert rast die Sprengladung auf das Ziel los. Ein-Mann-Torpedos werden zu Wasser gebracht. Ganz auf sich allein gestellt gehen sie auf ihre schwere Fahrt. Der Torpedo wird abgeschossen. In Ritterkreuzträger Schreibersmarkt Gerold haben die Einzelkämpfer auf dem Meere einen ihrer tapfersten Vertreter. Ein Teil des Landes im Westen mit seinen Städten und Dörfern ist Frontland geworden. Belfort mit seinem steinernen Riesenlöwen ist eine dieser Städte. Der Dom von Metz. Alte Burg. Und das Moseltal. Auch Trier gehört zu den Städten, die das Gesicht des frontnahen Krieges zeigen. Die Menschen dieser Städte aber ertragen die drohende Nähe der Front mit dem Gleichmut, der aus der Notwendigkeit dieses Krieges entstanden ist und Frontcharakter aufweist. In der nächsten Minute schon ist es anders. Bomber und Tiefflieger fegen über Stadt und Land und verändern in Sekunden das Bild. Das Klingeln der Straßenbahnen, Signale der Wagen, das Fahren der Räder werden abgelöst durch das Heulen der Motoren, das Schießen der Flakabwehr und den Einschlag berstender Bomben. Vom Kampf im Westen. Auf den westlichen Schlachtfeldern geht die Rechnung der Feinde nicht auf. Sie glaubten, bei Erreichung der deutschen Grenzen würde Deutschland zusammenbrechen. Das Gegenteil ist der Fall. Deutsche Reserven marschieren an. Hier liegt Geilenkirchen im Blickfeld der Kämpfe. Die Schüler der Unteroffizierschule Jülich haben die Verteidigung von Geilenkirchen übernommen. Nach der Lageerklärung erfolgt die Einweisung in die Kampfpositionen. Mit allen Waffen ausgerüstet beziehen sie ihre Standorte. Durch schwere RAD-Flak werden angreifende amerikanische Panzer unter Feuer genommen. In Bereitstellungen warten die Männer mit der Panzerfaust. Das sind amerikanische Schirmen und das ihre Todfeinde, die Panzerfaustgrenadiere. So setzen sie ihre Waffe ein. Und so wirkt sie. Es sind immer wieder die gleichen Bilder, wenn die Raketengeschosse der Panzerbekämpfungswaffen Stahlbänder auseinandergerissen haben. Ein Panzer mit Stahlscheren zum Beseitigen von Hindernissen. Amerikanische Gefangene. Diese ewig Kaugummi wiederkäuenden Befreier Europas haben in Wallendorf gezeigt, dass sie vom gleichen Schlage wie Stalins Steppenhorden sind. Wütender Ansturm und stürmische Abwehr sind die beiden Faktoren, die zurzeit die Lage an der Front im Südosten charakterisieren. Mit starken Panzermassen sind die sowjetischen Sturmbrigaden in den Raum von Debrecen und Großwardein eingedrungen. Und mit starken Panzerkräften haben wir ihnen einen Halt geboten. Das langgestreckte, hügelige Gelände ist ideales Feld für Panzerkämpfe. Flak, Pack, Artillerie, Sturmgeschütze und Panzer und hinter und vor ihnen die unermüdlichen Grenadiere zerschlagen täglich aufs Neue die Panzermassen und Infanterieregimenter der Bolschewisten.
ist auf vollen Touren. Die Luft erfüllt vom Singen der Infanteriegeschosse und vom harten, trockenen Schlag der Abschüsse und Einschläge aus den Kanonen beider Seiten. Kampf und Opfer stehen immer dicht nebeneinander. Die Bolschewisten kommen aus ihren Löchern heraus. Gefangenensammelstellen nehmen sie auf. Seht in diese Gesichter und ihr wisst, was euch bevorstünde, wenn es ihnen gelingen sollte, in das Reich einzubrechen. Es wird ihnen nicht gelingen. Stattdessen liegen die Panzer zerschlagen an allen Fronten, an denen sie gegen unsere Waffen anstürmen. Unsere Waffen halten, was sie versprechen. Hier sind deutsche Truppen in ein von Bolschewisten besetztes deutsches Dorf in Siebenbürgen eingedrungen und werden von den Bewohnern mit Freude begrüßt. Ein Gläschen feurigen Pflaumenschnapses wird dankbar angenommen. Er will nicht. Alles für die deutschen Soldaten. Der eindeutige Schwerpunkt im Osten liegt weiterhin im ostpreußischen Grenzgebiet. Zur Entlastung des Heeres haben bei Memel schwere deutsche Flottenstreitkräfte in die Landkämpfe eingegriffen. Zwischen Goldach und Gumbinnen hält der deutsche Sperrriegel. Die tiefe Gliederung der von der Bevölkerung geschaffenen Schutzstellungen hat sich überaus vorteilhaft erwiesen. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Mit den entmenschten Horden des Bolschewismus kam über diese Ortschaft Raub, Brand und Tod. Diese Dokumente einer bestialischen Grausamkeit mögen eine letzte Warnung an Europa sein. Der Grad der Grausamkeit ist nicht zu benennen, der dazu gehört, ein unschuldiges Kind durch Kopfschüsse zu töten. Diese Kreuze sind das Fanal zu einem erbarmungslosen und erbitterten Widerstand. In den deutschen Soldaten hat Nemmersdorf einen fanatischen Hass entzündet. Bei ihren Vorstößen verloren bolschewistische Einheiten oft mehr als 80% ihres Bestandes. Schlachtflieger sind auch hier die treuen Helfer der Infanteristen. Unmittelbar vor den Linien stürzen die deutschen Staffeln auf bolschewistische Panzer- und Infanteriestellungen. Bilder geben einen Begriff von der Härte der tagelangen Panzerschlacht im Raum Ebenrode. Über 400 Panzer verloren hier die Bolschewisten innerhalb weniger Tage.
Von deutschen Waffen zerfetzt sind diese Kampfwagen. Von deutschen Männern zerschlagen, die ein heißer Fanatismus beseelt, mit ihrem Blut und Leben Deutschland vor Stalins Mordbanden zu schützen. Die Stunde des Kampfes für jeden Einzelnen ist gekommen. Für Freiheit und Leben der Nation ist der deutsche Volkssturm aufgerufen. In ganz Deutschland finden sich die Männer zwischen 16 und 60 Jahren auf den freiwilligen Meldestellen ein. Der Volkssturm einigt sie ohne Unterschied des Standes und Herkommens. Jugend und Alter stehen nebeneinander. Der heiligste Auftrag findet das deutsche Volk in Bereitschaft. Pierre Soubéry, qu'est-ce qui vous frappe dans ces images? Alors, cet énorme monument près de Leipzig a été construit en 1913 pour le centenaire de la bataille de 1813, où les Alliés ont écrasé Napoléon. Revenons à 1944. Les troupes américaines d'un côté, soviétiques de l'autre, sont aux frontières de l'Allemagne. Désormais, on va défendre le territoire national. Il s'agit de rappeler à la population et à l'armée que tout au long des frontières, il y a des endroits où les Allemands ont été victorieux. Il y a eu Leipzig en 1813, nous allons voir juste après Annaberg, qui est moins connu. C'est une victoire des corps francs en 1921 contre les Polonais de Silésie. Mais on a vu avant Metz, et pour les Allemands, Metz, c'est une grande victoire de la guerre de 1870. On a parlé aussi de Gumbinnen en Prusse orientale, et c'est l'autre nom de la bataille de Tannenberg, grande victoire des Allemands sur les Russes en 1914. Cela veut dire, nous sommes prêts à défendre nos frontières et nous avons l'habitude d'y remporter de grandes victoires. Am 18. Oktober, am 131. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, verkündet der Reichsführer SS den Erlass des Führers über die Bildung des deutschen Volkssturmes. In Ostpreußen sind die ersten Volkssturmmänner angetreten. Eiserne Entschlossenheit trägt den Ausdruck ihrer Gesichter. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Der Volkssturm tritt unter dem Mahnmal deutschen Freiheitswillens auf dem Annaberg zu einer Feierstunde an. In den Städten der Ostgaue sind Zehntausende freiwilliger Volkssturmmänner zu einem Appell vor ihrem Gauleiter angetreten. Männer von Stadt und Land, Arbeiter der Stirn und Arbeiter der Faust, sind bereit, mit ihrem Blute den Boden des Vaterlandes zu verteidigen.
Führung des Gauleiters marschieren die Volkssturmbataillone durch die Stadt. Der Wille zum Widerstand ist Tat geworden. Der Ruf zu den Waffen geht durch das ganze deutsche Volk. Die Volkssturmmänner sind bewaffnet mit Maschinengewehren, Gewehren, Pistolen und der Panzerfaust. Zwischen ihnen marschiert die Hitlerjugend. Sie alle sind bereit, den deutschen Schwur zu erfüllen. Sterben kann ich, aber Knecht sein und Deutschland geknechtet sehen, das kann ich nicht. Pierre Essoberi, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui a changé depuis l'attentat contre Hitler, vous nous avez parlé de ce qui est, j'allais dire, externe, extérieur, la répression, le silence de Hitler, les meetings de Goebbels. Mais si on se place à l'intérieur du système hitlérien, avec ses forces, on a vu il y a 1 an ou 2 que ceux qui dirigent l'économie ont pris le pas sur l'armée, que l'armée s'est divisée. Où en sont, en quelque sorte, les uns par rapport aux autres, les nazis, les SS, l'armée, les industriels? Alors on peut reprendre donc ces 4 centres de puissance ou ces 4 pôles. L'armée, si on entend par armée le corps des officiers et des généraux, est très affaibli. À cause des conséquences du 20 juillet, mais aussi parce que bien avant, il y a eu une reprise en main de la formation des soldats et des officiers par le parti nazi et par les SS. Et on a créé des officiers de direction psychologique nationaux-socialistes, analogues au fond, on ne s'en cache pas, aux commissaires de l'armée rouge. Les officiers d'état-major sont considérés comme compromis dans le complot du 20 juillet, on les prive même de leurs insignes particuliers. Enfin, il y a, mais ça n'est pas nouveau, la valse des généraux. En plus, à l'intérieur des forces armées, grandissent les Waffen-SS, qui finiront, fin 1944, par constituer 13 corps d'armée, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'hommes avec leur encadrement particulier. Le patronat dirige à peu près seul la politique économique du réarmement sous l'égide de Speer. Il s'est à peu près débarrassé des contrôles des militaires qui étaient jugés trop tatillons, trop perfectionnistes. Et il est vrai qu'avec ce qui s'appelle officiellement l'auto-administration de l'économie par elle-même, il est vrai que les chiffres de production atteignent en 1944 des hauteurs bien supérieures à celles des années précédentes, et ceci malgré les bombardements. Les SS ne cessent d'augmenter leur emprise avec les Waffen-SS, avec la mise à disposition d'une partie de la main-d'œuvre des camps de concentration dans les industries, qui, pour chaque déporté qu'elles emploient, versent une somme forfaitaire à l'administration SS, avec le développement d'un certain nombre d'entreprises propres aux SS, avec enfin le perfectionnement de l'appareil policier. On est en effet inquiet dans les milieux policiers du fait qu'il y a en Allemagne 6 millions d'étrangers qui se mêlent aux civils et qui pourraient risquer de se révolter. Et enfin le parti. Alors le parti qui a été très déconsidéré dans l'opinion, qui espère retrouver une espèce de légitimité avec ces milices populaires, le Volkssturm, dont nous avons vu la création. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de renforcer les défenses du territoire en mobilisant les derniers civils,
on peut se demander qu'est-ce que c'est que tous ces hommes qu'on a vus défiler avec leurs fusils, d'autres en uniforme du parti avec leurs casquettes. Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas militaires? Alors, il y en a visiblement qui avaient plus de 45 ans, mais il y en a aussi qui ont 30, 40 ans, ça se voit. Alors, il se trouve que l'appareil du parti a vigoureusement résisté à toute tentative de mobilisation. Et c'est une des causes d'impopularité. On parle toujours des faisans dorés, ceux qui ont les beaux uniformes, et on les traite de planqués dans le peuple civil comme chez les militaires. Alors, le parti essaye de se réhabiliter en prenant en main ce soulèvement national. On aurait envie de reprendre les expressions de la Convention, la levée en masse pour la défense des frontières. Eh bien, si vous voulez bien, maintenant, on va voir les actualités françaises. Des rues de Paris vont perpétuer le souvenir de Pierre Sémard, de Léon Jost, de Berthier Albrecht, de Gabriel Péry, fusillé comme otage par les Allemands au Mont Valérien. De Victor Bache, assassiné à 80 ans avec sa femme par la milice. De Pierre Brosselette, agrégé de l'université, journaliste, héroïque combattant de la résistance en France et hors de France, arrêté par la Gestapo et qui n'échappa que dans la mort à ses tortionnaires. De Médéric, militant des organisations clandestines, mort pour la France. De Daniel Casanova, secrétaire des jeunes filles de France, fusillé par les Allemands au bagne d'Auschwitz. De Jean-Pierre Timbaud, secrétaire du syndicat des métaux, fusillé comme otage à Châteaubriand. Paris se devait de perpétuer leur nom. Les murs mêmes de la ville en sont désormais les gardiens et ne les oublieront pas. Cette banderole des milices patriotiques pose en réalité un problème politique. Là, elles sont venues pour rendre hommage à des résistants qui sont morts. En fait, c'est un nouveau nom, compris un certain nombre d'éléments issus des forces françaises de l'intérieur. Et dans les milieux officiels de l'époque, les préfets, les administrations, le gouvernement, on les soupçonne volontiers de vouloir constituer un double pouvoir. Parce qu'elles ont gardé les armes de la résistance ou les armes conquises au moment de la libération. La tension n'est pas encore trop grave, mais on va la sentir grandir pendant les semaines qui suivront, d'autant plus que les milieux gouvernementaux soupçonnent ces milices d'être noyautées par les communistes. Et un certain nombre de personnes se demandent si ce n'est pas là un instrument pour déclencher un mouvement révolutionnaire en France. Le problème ne sera réglé qu'au tournant de l'année suivante, lorsque De Gaulle obtiendra leur désarmement par l'intermédiaire de Maurice Thorez. Au lycée Carnot, on évoque le souvenir de Guy Moquet, élève de seconde, fusillé dans la tuerie de Châteaubriand. Guy Moquet qui écrivait à ses parents avant de mourir ces lignes déchirantes. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Courage. Votre Guy qui vous aime. À Poel-Capelle, en terre belge, on célèbre le souvenir de Guynemer. Devant la légendaire citation que les Allemands avaient mutilée, le fanion du héros est présenté aux troupes. Ceux de 1944, les aviateurs des groupes de chasse de la France combattante, sont venus joindre l'aviateur du groupe des Cigognes, groupe illustre qui avait été dissous après l'armistice, mais reconstitué dès 1941, parce que les Cigognes sont immortels. Événement capital. Les gouvernements alliés ont reconnu le gouvernement provisoire de la République française. La France retrouve dans le concert des grandes nations la place qui est la sienne.
Et pour marquer ce geste, l'ambassadeur des États-Unis, M. Jefferson Keffray, se réinstalle place de la Concorde, tandis que la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. On a rouvert les salons fermés depuis 4 ans, on félicite et l'on remercie. Paris compte un hôte et un ami de plus. Pierre Essobéry, vous avez remarqué comment le commentaire, en quelque sorte, détourne complètement l'attention du spectateur de la réalité des événements. On dit, c'est un événement capital. Et qu'est-ce qui est capital? L'arrivée de l'ambassadeur, on l'installe, un autre de plus. Or, c'est pas du tout ça le problème. Et les Haïtiens ne le disent pas. Le problème, c'est que le gouvernement de De Gaulle n'est reconnu qu'à la fin d'octobre 1944, ce qui est quand même incroyable. De Gaulle, naturellement, n'a pas pu admettre cette insulte qui consistait depuis 3-4 mois à ne pas reconnaître le gouvernement d'Alger, qui existait depuis longtemps. Il a des mots très durs avec Caffery. Et il dit à plusieurs de ses collaborateurs, ces Américains, si on ne les fout pas dehors, ils resteront tout le temps. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que De Gaulle garde vis-à-vis des Américains une certaine rancœur contre la façon dont ils l'ont traité depuis plusieurs années. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les actualités cachent la vérité de l'événement, qui est celle-là, et qui n'est pas qu'on a un ami qui s'installe après qu'on ait réouvert l'ambassade. On a là un bon exemple, si vous voulez, de la façon dont les actualités nous détournent de la réalité des problèmes. Le catch épuré, le catch garanti sans chiquet, fait sale comble au Palais de Glace. En combat vedette, Charles Rigoulot, l'homme le plus fort du monde, en caleçon clair, est opposé à Pierre Lot. Plus de 200 kilos d'os, de chair et de muscles sont sur le ring. Pierre Lot a réussi une clé au pied, bientôt suivie d'un écrasement du maxillaire. C'est sérieux. Mais Rigoulot surpasse la prise et, comme on pouvait le prévoir, il triomphe par un pont écrasé. L'étonnante phraséologie du catch elle-même est impuissante à rendre compte de ce deuxième match. Tour de hanche en tête, dégagé par saut d'anguille, coup de pied chassé, manchette, attaque en bélier, coup de tête, toute la gamme y passe. Admirez encore ces demi-tours par la cheville et cet étranglement qui comble la foule de joie. Mais le métro n'attend pas, il faut bien un vainqueur. Et Bukovac, enfin, se décide à plaquer son adversaire. Quoi de meilleur qu'un bon verre d'eau? Un bon verre de vin. Du vin, on nous en a promis. Attendons. Pour calmer notre impatience ou pour exciter notre envie, regardons le spectacle des vendanges en Anjou. C'est déjà un commencement. Espérons seulement que le vin qu'on nous a promis n'aura pas le temps de trop vieillir avant d'arriver dans nos verres. La récolte sera belle sur ces paisibles bords de la Loire, où la guerre a pourtant laissé ses marques. Au camp de Beauregard, près de Versailles, on rassemble des Russes, hommes et femmes, que les Allemands avaient fait prisonniers ou déportés et qui ont réussi à fuir. Enfin, ils ont retrouvé la paix et le repos. On les regroupe, on les entraîne. Dans ce camp, un seul mot d'ordre, tous unis contre le fascisme. Un cours les réunit tous, où ils apprennent les premiers soins à donner aux blessés. Puis chacun s'occupe dans les ateliers du camp. Les femmes retrouvent des travaux de femmes et, bien entendu, puisqu'il s'agit de Russes, on chante et on danse.
Le soir, comme toujours, c'est l'heure des souvenirs et de l'oubli. La patrie est lointaine encore, mais le temps de la liberté est revenu et la patience est plus facile. L'arsenal de Rochefort est en feu. L'ennemi avait laissé derrière lui des bombes incendiaires à retardement et les pompiers de la marine combattent les flammes qui font de sérieux ravages. Dans les formes de radoux, des navires ont été incendiés ou détruits. L'Allemand n'a pas désarmé encore. Il n'a pas renoncé à allumer en France des incendies que les Français sauront éteindre. Et voici justement dans Rochefort les FFI rassemblés pour recevoir leur drapeau. L'armée nouvelle est prête à sa tâche. Si l'ennemi est présent encore, la France le sait et elle est décidée à achever sa libération totale. Sur une petite plage de l'océan, un petit débarquement s'effectue. Débarquement pacifique. Il s'agit simplement, pour les forces françaises, de réoccuper l'île d'Aix en face de Rochefort après le départ des Allemands. C'est un nouveau morceau du territoire qui renaît à la vie normale et qui retrouve le droit au drapeau. Les trois couleurs dominent maintenant la petite île où Napoléon vaincu dormit sa dernière nuit sur la terre française. France-Amérique. Sur l'aéroport du Bourget, les autorités américaines remettent à l'aviation française un premier avion léger de bombardement. En présence du général Stram, M. Tillon, ministre de l'Air, reçoit cet appareil qui a bien mérité son nom et qui le méritera mieux encore quand il s'envolera vers l'Est. France-Angleterre maintenant. À Dieppe, les vedettes rapides anglaises flottent fraternellement à côté des vedettes françaises qui, voici 2 ans, participèrent à l'audacieux essai de débarquement sur la côte normande. Puis, dans le cimetière canadien qui domine la falaise, le commandant Cole Bernard et le commodore Sandwich rendent hommage aux morts françaises et britanniques qui se sacrifièrent ensemble pour préparer notre libération. Près de Bourges, au fond d'un puits, on a découvert un nouveau charnier laissé derrière eux par les Allemands. Devant l'unique rescapé de ce massacre, un puisatier va rechercher les corps, le visage protégé par un masque. Ces restes atroces sont mis en bière et rassemblés dans une chapelle ardente improvisée. À quoi peuvent penser ces prisonniers allemands qui emportent vers leur sépulture les corps de ceux que leurs frères ont massacrés? Châteldon. Ici est né un certain Pierre Laval, dans cette petite maison qu'il devait troquer par la suite contre ce beau château quand il se fut enrichi dans la politique. Pierre Laval vivait tout content dans son beau château. C'est de là qu'il partait, tout content, pour retrouver son beau bureau, car Pierre Laval était devenu un très grand personnage. Aujourd'hui, c'est fini, bien fini. D'abord, Pierre Laval est condamné à mort. Ensuite, le beau château est à vendre. Le seigneur de Châteldon a fui. On balaie jusqu'à ses traces. On vend les tableaux, les meubles, l'argenterie. On vend même les fameuses cravates qui se faisaient blanchir à Berlin ou à Rome. À vendre l'imprimerie du journal. Tarie la petite source qui était devenue un pactole. Fini le pouvoir, les ambitions, les richesses. Adieu, veaux, vaches, cochons. Le roi d'Angleterre se rend sur ce front de Hollande.
et le maréchal Montgomery lui indique les grandes lignes de la prochaine offensive. Le roi rencontre également le général Dempsey. Sur son passage, le roi George VI est acclamé par la population hollandaise. Pendant les 5 jours que dure son inspection, le roi s'entretient avec quelques-uns des hommes engagés dans la bataille depuis le premier jour du débarquement. Et il passe en revue des unités qui combattirent à Nimeg. Le général Simons, commandant la première armée canadienne, est décoré par le roi. Au cours d'une autre cérémonie, le roi fait chevalier le général Dempsey. C'est à bord d'un destroyer que le roi rentre en Angleterre, le mauvais temps l'ayant empêché d'accomplir le voyage en avion. Il quitte à regret ses soldats qui combattent maintenant avec l'assurance de la victoire. À 25 km au large de l'estuaire de la Tamise se dressent des défenses que la censure n'autorise que maintenant à montrer. Pendant ces 2 dernières années, elles ont été un barrage contre les sous-marins, les avions mouilleurs de mines et récemment contre les bombes volantes. Débarquant à Halifax d'un paquebot anonyme, M. Churchill achève la première étape de son voyage à Québec, où il doit rencontrer le président Roosevelt. Comme l'année dernière, c'est le château Frontenac qui est le lieu de rencontre des chefs politiques et militaires. M. Mackenzie King accueille M. et Mme Churchill et les conduit à la voiture où les attend le président Roosevelt. La plupart de ceux qui étaient à la dernière conférence de Québec sont encore là. Cette fois-ci, le programme porte en manchette « Guerre totale contre le Japon ». Pour le Japon, la reddition sans condition sera la seule issue possible. Oui, les Allemands sont à Moscou, mais voyez donc comment ils y sont parvenus. En 1941, Hitler était à moins de 50 km de la capitale. Mais que reste-t-il maintenant des rêves d'Hitler? Et le peuple de Moscou aujourd'hui couvre des yeux le défilé réconfortant des 60 000 prisonniers allemands conduits par leurs propres généraux. Les mères songent à ceux de leurs enfants qui ont échappé à la cruauté des nazis. Vous pouvez deviner les pensées de ces généraux, de ces officiers, de ces soldats, hier encore adeptes enthousiastes d'Hitler. Ils boivent aujourd'hui le calice de l'humiliation jusqu'à la lie. Ceux-là même qui avaient un jour rêvé d'asservir le monde. Encore peuvent-ils être heureux que les lois de la guerre qu'ils ont si souvent ignorées empêchent le peuple russe de leur rendre œil pour œil, dent pour dent. Casser les reins de l'armée allemande, voilà le seul désir des combattants russes. Plus tard, on punira les criminels qui ont pillé, assassiné, torturé. Cette fois, les Allemands n'échapperont pas à leur destin. Pour Moscou, c'était une sorte de fête nationale, mais après, il faut désinfecter. Pierre Soberry, d'abord une petite remarque purement instrumentale. On a vu ici la conférence de Québec avec un énorme retard. En fait, elle a eu lieu avant la conférence de Moscou, mais les actualités ne sont pas toujours bien arrivées à temps dans toutes les capitales. C'est ce qui explique qu'on les revoit ici. Mais ce qui est frappant dans ces actualités, c'est quand même le ton, qui se rappelle que quelques mois plus tôt, il y avait le même ton pour dire le contraire. Et même, non seulement c'est le ton qui est le même pour dire le contraire des mêmes actualités dirigées par d'autres, bien sûr, 6 mois plus tôt, mais c'est quelquefois la même voix.
Alors, ça me rappelle que souvent des dessinateurs, des caricaturistes, dont j'ai oublié le nom, heureusement, étaient caricaturistes sous Vichy, à Paris sous les Allemands, et on les a retrouvés à la Libération. Et quand on leur a dit, mais enfin, ça ne vous gêne pas de... Nous, on est des artistes. Alors, nous, on est des speakers. Nous, on fait notre boulot. On ne fait pas de politique. Il y a là un comportement pseudo-professionnel qui me gêne un peu, n'est-ce pas, dans la morale publique, au nom de la profession, de ne plus être citoyen, au fond. Puisque c'est le même ton pour être pour les Allemands ou contre les Allemands. Et vous avez remarqué quelque chose, je crois, aussi dans cette actualité qui vous a choqué. Alors, c'est un peu une question de vocabulaire. Comment est-ce qu'on appelle l'ennemi, l'occupant? À peu près tout le temps, les Allemands ou l'Allemand. Je crois même, pas aujourd'hui, mais que dans d'autres bandes d'actualité de l'époque, on reprend l'expression argotique les Boches, hein, qui fait populaire. Et beaucoup moins souvent les nazis. Alors, il est évident que si on se replace dans la mentalité de l'époque, allemand égale nazi. La distinction peut paraître artificielle. Mais il est quand même assez frappant de se rappeler que lorsque la France est entrée en guerre en 1939, le gouvernement Daladier a expressément défendu au service de propagande de présenter cette guerre comme une guerre idéologique contre le fascisme et le nazisme. Et il a voulu expressément qu'on la présente comme une guerre nationale, la suite de celle de 1914 et de 1870, c'est-à-dire une guerre franco-allemande. Alors il reste des traces, même après la libération d'une grande partie du territoire français, c'est-à-dire que c'est une guerre nationale. L'Allemagne, ce n'est pas, on ne la présente pas toujours sous la forme du nazisme, comme nous la voyons de nos jours, mais comme l'ennemi héréditaire, et c'est l'Allemand. Oui, vous avez raison, puisque même pour Guy Moquet, on dit fusillé par les Allemands, on ne dit pas fusillé par les nazis. Et sous l'occupation, il y a des groupes qui ont essayé de faire la distinction. Par exemple, je crois qu'à Uriage, Jean-Marie Domenach a écrit là-dessus, on faisait bien attention de dire qu'ils combattaient les nazis, et pas les Allemands en tant que tels, ne serait-ce que parce qu'il y avait des Allemands qui ont résisté, il y a eu des Allemands démocrates, il y a eu des Allemands qui se sont fait fusiller. Et nous reprenons toujours les Allemands comme si nous ne voulions pas parler du nazisme. Avant-guerre, vous l'avez dit, et après-guerre, et surtout pendant la guerre. Alors moi, je m'interroge quand même et je me demande pourquoi. On est toujours gêné d'essayer d'interpréter la pensée des auteurs de films d'actualité. Est-ce qu'ils ont décidé expressément qu'on dirait toujours les Allemands, ou bien est-ce que ça n'est pas simplement une habitude verbale, un automatisme qui fait qu'on continue? Oui, mais enfin, on a bien vu que les nazis, le nazisme est quelque chose de spécifique. Ben, il ne faut pas oublier quelque chose tout de même, c'est qu'une partie de ces héros de la résistance ont été fusillés à la suite de condamnations par des tribunaux militaires, donc de l'armée allemande, ou aussi de prises d'otages qui ont été décidées par le commandant en chef des troupes d'occupation en France. Et appareil qui n'est pas spécifiquement nazi, il faut aussi se rappeler cela. Oui, d'un côté, les nazis ont tendance, ou plutôt les Allemands d'aujourd'hui, ou d'après-guerre, ont eu tendance à faire retomber sur le nazisme toutes les horreurs de la guerre, alors que nous savons bien qu'au fond, la Wehrmacht en a supporté pas mal d'horreurs. Ça, c'est un premier point. J'allais dire, c'est l'argumentaire anti-allemand. Pour être équitable, il faudra avoir un petit argumentaire anti-français. Et je crains de le dire, mais moi, je me demande si c'est parce qu'en France, non pas qu'il y ait eu des nazis tellement en France, quand on dit qu'il y a eu beaucoup de collabos, c'est pas vraiment vrai, et puis ils n'étaient pas vraiment nazis, sauf quelques groupes. Mais on a quand même employé cette expression, je crois que c'est Pierre Milza, qui a dit que la France a été imprégnée de fascisme, sinon de nazisme. Alors, comme on l'a été un tout petit peu à certains moments, on préfère dire les Allemands. Comme ça, on évacue un petit peu tout ce qu'on a commis nous-mêmes de collaborationnisme ou de collaboration du temps de Vichy. Mais enfin, ça, c'est une manière de présenter les choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Merci Pierre Essobéry. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités américaines et soviétiques.
Thank you.